Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Les décideurs de la gestion, bonjour. Vendredi, nous faisons le point sur l'actualité de la semaine, sur l'actualité des marchés, de l'économie, sur l'actualité des valeurs. Et nous essayons d'en tirer des conséquences. Une semaine encore de hausse sur les marchés, plus un petit 1% sur les valeurs européennes, un peu amplifié sur les valeurs allemandes. Ensuite, on va en parler. À l'accord de coalition passé entre les deux grands partis, séance de hausse, semaine de hausse également sur les marchés américains qui font des niveaux records, semaine encore de hausse au Japon, où une forte hausse d'ailleurs de 2,4% de l'indice Nikkei. Alors je suis avec Franklin Pichard de Barclays Bourse. Bonjour Franklin. Bonjour. Alors Franklin, d'abord, première chose, actualité. Cet accord de coalition franco-allemande, c'est un bon signe pour la zone euro ? Écoutez, je pense que les difficultés vont persister encore un petit peu parce qu'il y a des dossiers qui étaient très très en retard. On sentait que Merkel n'avait pas la marge de manœuvre nécessaire pour pouvoir agir. On espère qu'on va raccrocher les wagons sur les dossiers, en l'occurrence l'union bancaire qui était en panne. Et ça, c'est de nature à rassurer le marché. Donc voilà. Néanmoins, on voit bien que la BCE, malgré ses actions, a du mal à faire repartir l'économie. Elle annonce des crédits qui sont plutôt en baisse. Est-ce qu'on va vers des taux négatifs ? Alors, c'est un petit peu le message qui avait été délivré la dernière fois. Contre toute attente, en baissant de 25 points de base ces taux, le marché n'y croyait pas déjà, oui. Mais ça a justement été perçu comme, c'est une légère manœuvre déjà pour essayer d'inciter les banques à prêter, à réouvrir le canal du crédit qui est complètement en panne. Et puis l'autre aspect, c'était aussi de dire, on est en train de montrer la voie et en cas de ralentissement des rachats d'obligations par la Fed, eh bien on voit que la réponse de l'Europe pourrait être de passer dans l'autre camp, c'est-à-dire les taux négatifs. Alors ça se fera pas, mais en tout état de cause, les marchés ont considéré que c'était un petit peu un signal qui était donné aux investisseurs et à l'ensemble de la planète sur la politique qui serait menée par Draghi dans les futurs mois. Alors ça, malgré une inflation en Allemagne par exemple, qui est un peu surpris au mois d'octobre ? Oui, malgré cela, effectivement, je pense le cas de l'Allemagne est tellement à part dans le panorama et dans le paysage européen qu'effectivement, je crois que même s'il y a des freins de la part de l'Allemagne sur les mesures, et ça a toujours été, ça risque de persister, je crois que l'ensemble des autres pays de la zone euro, et en l'occurrence ceux qui en ont le plus besoin, devraient faire entendre le son de leur voix vis-à-vis de la BCE. Donc BCE très accommodante, on va dire. Alors oui. Deuxième accord de la semaine, accord très important aussi, géopolitiquement en tout cas, l'accord sur le nucléaire iranien. Ce qu'on voit sur les marchés financiers avec le prisme un peu particulier, c'est le pétrole qui a rien fait cette année pour finir et il y a une pression. Oui, alors effectivement, l'accord iranien, alors déjà c'est pas tout de suite, il va s'écouler à peu près 6 mois pour que l'Iran puisse à nouveau distribuer et vendre son pétrole. Alors la première chose, on a vu que les anticipations immédiates ont été de dire le cours du pétrole va être plombé parce qu'on ouvre à nouveau les robinets de l'Iran et que l'Iran va pouvoir... S'ajoutant au pétrole de sable canadien et américain. Alors exactement. Alors, en face de ça, on modère un petit peu nos ardeurs parce que, entre-temps, on a vu les États-Unis qui étaient devenus le premier producteur de pétrole grâce au gaz de schiste, et on a maintenant un acteur qui est très très important et qui n'est plus aujourd'hui forcément client de cette zone-là. Donc ça, c'est un facteur important. L'autre élément un petit peu qui vient modérer nos ardeurs, c'est la situation libyenne. C'est vrai qu'on va ouvrir les vannes de l'Iran, mais
celles de la Libye se sont fermées à cause de la situation actuelle. Donc on va nuancer un petit peu tout cela, et on a vu sur l'effet d'annonce, le pétrole n'a baissé que de 2% au moment de l'accord. Il ne s'est pas passé des choses... qu'autre chose. Oui, c'est de la stabilité. C'est peut-être bon signe, mais en tout état de cause, cela en plus s'inscrit dans une période où les émergents, la Chine en particulier, ont moins de demandes, consomment moins de pétrole. Donc ça tombe à un moment où effectivement l'effet que ça aurait pu produire est largement atténué par l'environnement global. Alors, troisième point d'actualité, record de 6 ans à Tokyo, on gagne 70% pratiquement depuis le début de l'année. On achète la fameuse troisième flèche des mesures de réforme du gouvernement. Alors, est-ce qu'on achète l'abenomique? Est-ce qu'on rachète cette troisième flèche qui avait été annoncée au mois de juin, oui, et qu'on attend finalement pour le début de l'année chez eux, c'était au mois d'avril. Voilà, et donc on est quand même un petit peu circonspect, on a envie de voir comment ça va se passer. Donc en avril, effectivement, ce serait la hausse de la TVA qui devrait passer de 5 à 8%. On va voir comment ça va se dérouler. Mais là encore, ce qu'on lit à chaque fois, et la crainte des économistes et des stratégistes quand on est derrière nos pupitres, c'est le Japon nous a toujours habitués, on a eu l'occasion de le dire ici, à cultiver l'effet d'annonce, à être un petit peu moins délivrant par la suite. Pour le moment, les marchés ont joué le jeu. Comme vous le disiez, on est à un plus haut depuis 6 ans avec des hausses absolument phénoménales. Il va falloir derrière que ça délivre. Donc, acheter le Japon, ça reste une zone très très compliquée. C'est toujours en plus beaucoup plus inconfortable d'acheter un marché qui vient de très très fortement progresser. On observe. Si on était dessus, je ne vous cache pas qu'on est passé peut-être un peu à côté. On n'a pas joué le Japon. Donc, ce n'est pas le moment de prendre le train. Mais alors, pour nous, on ne le prendra pas, non. Très bien. Alors, dernier point d'actualité, le Brésil. Est-ce que la situation est inquiétante? On voit la monnaie qui dévisse, la dette en question. Bon, alors, il n'y a pas que le Brésil, la Thaïlande, l'Inde, l'Indonésie. Mais le Brésil, est-ce que c'est quelque chose de dangereux? Alors, je vais faire appel à mes origines normandes pour vous dire un peu oui, un peu non. Le oui, c'est qu'effectivement, on n'est plus dans le miracle ou là. C'est le miracle brésilien s'est un petit peu éteint. On a retrouvé la croissance de pays plus normaux, c'est-à-dire une croissance de l'ordre de 2%. On n'est plus dans les croissances à 5-10% auxquelles nous ont habitués les émergents. C'est vrai que on a évoqué tout à l'heure le problème des commodities et des matières premières avec le pétrole. Typiquement, le Brésil a subi la fin de ce cycle actuel et de la demande. Là encore, on parlait de la demande de la Chine. Donc, on a une panne du côté des exportations qui crée une balance déficitaire. On a une panne des investissements des investisseurs étrangers. Là aussi, ça se passe moins bien en ce moment et qui n'arrive pas à contrebalancer ces déficits. Et puis, si on veut regarder un petit peu la situation de l'intérieur, la politique de Lula, qui a été d'augmenter les salaires des classes moyennes, permet de répondre à une demande interne qui est gigantesque. Donc là aussi, c'est quand même quelque chose de positif. Et puis, l'autre élément, c'est que oui, le Brésil est confronté à une situation compliquée, mais le Brésil a une réserve de change de 375 milliards de dollars. Ça veut dire que cette manne est quelque chose au moins qui doit pouvoir le protéger d'un choc passager. Le seul risque derrière que nous avons et que nous connaissons, c'est qu'effectivement, le Brésil se situe 2 points au-dessus de l'investment grade et que les 2 agences de notation, Moody's et Standard & Poor's, ont menacé de dégrader la note du Brésil. Et ça, effectivement, ça aura un impact négatif. C'est éventuellement inquiétant, mais les fondamentaux sont bons. Voilà, c'est ça. Il y a une inquiétude. On avait été habitué à autre chose, mais il n'y a pas de catastrophe annoncée pour le moment. Alors, deuxième point d'actualité, l'actualité des valeurs. On commence avec Rémi. Oui, Rémi, écoutez, Rémi a un peu douché les marchés en annonçant que... baisse sur 12% cette semaine. Voilà. Alors, on s'y attendait pas trop. On s'y attendait pas trop. On sait que le cognac, on l'avait su par LVMH et par les autres, et par Pernod Ricard. On sait que le cognac, qui est quand même le fer de lance de Rémy Cointreau, est un petit peu en panne en Asie actuellement. Vous savez qu'il y a eu cette énorme campagne politique contre
les cadeaux, etc. Et que Rémy Cointreau avait des produits qui étaient très profilés, très, très chers, hein, et que ça a été considéré comme de la corruption passive. Donc plus de cadeaux, chute des ventes de cognac, et conséquence de cela, Rémy Cointreau annonce que son résultat opérationnel pourrait chuter de 20% sur l'exercice 2013-2014. Du coup, les brokers, hein, à commencer par Société Générale, Citigroup, etc., ont dit manque de visibilité, on ne sait pas à quel instant la situation va s'inverser. Nous-mêmes, Barclays, on a réduit de façon drastique, Barclays, la maison mère Barclays, a réduit de façon drastique ses objectifs sur Rémy Cointreau. Elle les a passés de 80 à 62 €. Bilan, il y a eu un petit peu un faisceau convergent des intermédiaires qui sont passés de conserver à vendre sur Rémy Cointreau. La sanction ne s'est pas fait sentir, c'est celle que vous évoquiez, un titre qui chute brutalement cette semaine. C'est pas la peine de le reprendre ? Eh bien écoutez, on va essayer d'observer le point bas. Il y a toujours de l'exagération dans les corrections. On aura vraisemblablement besoin de le reprendre, mais c'est peut-être pas encore... Alten, un tout autre dossier. Alors Alten, c'est un très très beau dossier que nous aimons beaucoup aussi. C'est la recherche en développement externalisé. Ils viennent de profiter, le malheur des uns fait le bonheur des autres. On sait que GCI International rencontre quelques difficultés financières pour le moment suite à l'échec du projet d'avion, le Skylander. Donc GCI a besoin de vendre quelques bijoux de la couronne, et ils ont vendu toute l'activité. Bonne nouvelle pour Alten. Ingénierie. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle pour Alten, ce qui leur permet en plus de faire une acquisition plutôt bon marché. Oui, plutôt. Donc ça recrée de la visibilité, ça recrée du chiffre d'affaires supplémentaire. Les marchés ont bien accueilli la nouvelle. On est positif sur Alten. C'est un bon moment du cycle. Alors Peugeot, plus forte hausse de la semaine, 14%, pardon. Oui, alors Peugeot... Alors Peugeot, ça fait l'actualité avec son président, bien sûr, mais... Voilà, alors Peugeot, c'est Carlos Tavares qui va venir. Donc effectivement, on a vu ce qu'il avait fait et sa participation à la réussite de l'international chez Renault. Peugeot a toujours péché par son manque d'ambition à l'international. Typiquement, les marchés achètent cette nouvelle. Les marchés ont envie d'y croire. Après cela, on a des investissements qui vont se faire dans l'usine de Rennes pour remplacer la 5008. On voit qu'il y a des projets en cours. Globalement, les nouvelles sont plutôt bonnes, accompagnent le retournement auquel on avait assisté. On devrait nous croyons qu'on pourrait revenir sur les plus hauts de l'année, c'est-à-dire entre 12 et 13 €. En tout cas, on devrait en prendre le chemin. On peut faire confiance un petit peu à Peugeot. Les avis sont contrastés. C'est notre avis chez Barclays Bourse. Je tiens à signaler que notre maison mère reste négative sur le dossier. Accor rapidement, Accor un peu déçu. Oui, 4,7% de baisse sur sa stratégie même. Oui, c'est ça, la stratégie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde se dit, oui, on a une stratégie, mais pour quand ? C'est-à-dire la mise en place de cette stratégie. La stratégie, c'est en fait de devenir une société de service et plus une société propriétaire d'hôtel. Exactement, c'est ça, faire un peu ce que les Carrefour ont fait en leur temps. C'est-à-dire on scinde un petit peu, on split, mais on n'est pas propriétaire de ces murs. On est effectivement exploitant d'une marque et on utilise des murs qui appartiennent à d'autres. Alors, le marché, sur l'effet d'annonce, avait salué la décision qui semblait intéressante, et puis avec un nouveau patron, ça peut passer. La seule chose, c'est qu'on manque de date, on manque de rétro-planning là-dessus, donc on a besoin d'avoir plus de précision, des éclaircissements sur la stratégie, savoir quand, et combien ça rapportera. Là, on attend, il n'y a pas de risque donc à là, attendre. non. Et puis c'est une valeur réputée cyclique, donc on avait envie d'en acheter. Mais... Oui, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les différentes analyses qu'on lit, finalement, les objectifs de cours sont peu ou prou collés sur les niveaux actuels. Donc c'est peut-être pas là qu'il y a matière à faire sa fin d'année. Encore un petit point, Nicox. Des nouvelles dans les petites pharmaceutiques, on va dire. Oui, il y a une belle acquisition dans le domaine ophtalmique. Et alors c'est plutôt bien parce que Nicox nous avait dit qu'ils allaient se développer aux États-Unis et puis dans 5 pays en Europe. On apprécie en plus cette confirmation d'une ouverture sur des marchés un petit peu différents. C'est une bonne nouvelle, ça conforte un peu le virage stratégique de Nicox. C'est la deuxième acquisition qui est effectuée. On attend beaucoup de ce développement
dans l'infrastructure. Et puis n'oublions pas que l'ophtalmique en Italie, c'est 430 millions d'euros, c'est le plus gros marché européen. Donc c'est une belle acquisition qui ne coûte pas très cher, même si le chiffre n'a pas été dévoilé, sur le leader en consommation dans ce secteur. C'est intéressant. Donc ça reste un dossier que vous aimez bien. Oui, c'est un dossier qu'on aimerait bien. Troisième chapitre, gestion. Alors on va commencer par des valeurs, bizarrement. Est-ce qu'il y a une bulle des introductions en bourse? Alors on peut parler de Vivendi qui a réussi, qui en vise, de Raseo qui va introduire les Anorak Moncler pour des fortunes. Est-ce qu'il y a une bulle des IPO, comme on dit, c'est-à-dire des introductions en bourse? Alors, non, on ne va pas forcément dire qu'il y a une bulle. La seule chose, c'est qu'effectivement, le problème des IPO actuellement, quand on les regarde, c'est que il y en a, tout le monde est un petit peu sous le syndrome Twitter, voilà, où on a pris 73% le premier jour, où vous avez d'autres introductions qui se sont bien déroulées. Le problème aujourd'hui, c'est pas qu'il y ait une bulle, ce sont des sociétés qui aujourd'hui peuvent mériter d'être introduites. Ce qui nous gêne un petit peu dans ces introductions en ce moment, c'est que ce n'est pas la petite start-up qui a besoin de financer son développement, qui a un vrai business model et qui veut nous proposer de l'accompagner. Des actionnaires professionnels, l'exemple de Raseo, qui cherche à se refinancer. Exactement. On l'a vu encore la semaine dernière avec Sommer Alibert. Target, ça s'appelle Target, maintenant, voilà. l'ancien Alibert. Avec Target, où effectivement, on avait derrière des fonds d'investissement qui avaient racheté en 2007 la société, qui ont développé, restructuré, qui l'ont valorisé et qui aujourd'hui veulent un retour sur bénéfice. La question qu'on peut se poser, c'est que l'investisseur particulier qui arrive derrière, est-ce que c'est lui qui va faire la bonne opération? La bonne opération, elle a été faite en amont, elle est peut-être plus pour l'investisseur particulier. Pas de bulle, mais pas de précipitation. Target, on l'a vu, ça a baissé tout de suite. Ça restera vraisemblablement un très bel investissement moyen-long terme parce que la stratégie du groupe, elle est louable, elle est très bien. En revanche, on regarde les opérations d'IPO actuellement, ça veut dire qu'en général, ce sont des IPO qui se font sur des niveaux élevés. Donc, mais de bulles, je ne crois pas que ce soit le sujet aujourd'hui. En revanche, il faudra faire preuve de discernement qui vend et qui met sur le marché. Bien. On a parlé des records, j'ai parlé des records. Néanmoins, on sent des volumes échangés qui sont resserrés. Et là aussi, est-ce qu'il faut être méfiant? Alors, la faiblesse des volumes aujourd'hui n'engendre pas forcément une certaine méfiance. Le niveau de 4300 points sur le CAC aujourd'hui est un niveau qui est un niveau correct, avec des niveaux et des multiples de valorisation tout à fait cohérents. Aujourd'hui, on a besoin de quelque chose. On a besoin d'avoir un driver supplémentaire qui nous donne envie d'aller vers ces 4400, 4450 points de la fin de l'année. Pour le moment aujourd'hui, tout le monde s'accorde, tout le monde. Beaucoup d'opérateurs s'accordent à dire qu'on va y aller, on devrait y aller tranquillement. Quand on corrige, on n'arrive pas à casser les supports, on rebondit immédiatement. Les supports sont autour de 4200, 4200. Oui, on tient très bien. 4225. Les volumes se sont serrés. Dès qu'on est sur des 4225, le marché repart. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne voit pas de motif pour que le marché corrige de façon très puissante. Donc, oui, on est proche de ces records. On attend un petit peu le petit quelque chose qui va nous emmener finir cette fin d'année, même si on sait tous que l'année civile, c'est pas un cycle économique et ça correspond à rien. Oui, mais c'est une période qui est généralement bonne. Mais c'est une période où on sait que les gérants de SICAV, les investisseurs ont besoin d'accrocher une performance. Donc on sait qu'il y a des cours qui vont pouvoir être un peu tirés, qu'il y a des potentiels, que 2014 sera peut-être pas une mauvaise année, on aura peut-être l'occasion de l'évoquer. Et par conséquent, on n'a pas forcément envie de vendre, c'est pour ça que je n'aurai pas de conseil de vente, mais on n'arrive pas à vendre aujourd'hui, c'est compliqué de prendre des bénéfices, on regarde un petit peu les titres qu'on a en portefeuille, mais c'est vrai qu'on est moins enclin à acheter dans les médias. Alors, on va un sujet un peu plus général. La fiscalité de l'assurance vie a été durcie, les taux obligataires sont négatifs en termes réels, ou en tout cas très très faibles. Qu'est-ce qu'il faut faire si on a des grosses positions en assurance vie, ce qui est le cas quand même de beaucoup de monde? Non, mais je crois qu'il ne faut pas perdre le bon sens et la raison de l'assurance vie quand même. Donc ça a d'autres qualités que simplement aussi surperformer les marchés à travers l'assurance vie. Il faut garder ses contrats d'assurance vie. Je crois que sur le sujet, il n'y a pas de débat et je ne sais pas qui pourrait de façon très responsable inciter des investisseurs à sortir de leur contrat d'assurance vie. Pour finir, des concepts pour la fin de l'année et pour le début de l'année prochaine.
Ah ben là, on reste sur le concept auquel on a adhéré il y a 2-3 mois. Il faut être sur les cycliques, il faut continuer d'accompagner certaines bancaires, faire attention et faire preuve de discernement sur certaines valeurs. On l'a vu, la consommation, on est quand même dans une période de crise, donc il faut être prudent sur ces secteurs-là. Mais en revanche, il faut continuer d'accompagner les SS2I, la recherche et développement externalisé, le secteur bancaire. Hein. Je sais que chez Barclays, nous sommes, et Barclays, notre maison mère, sont très chauds sur le secteur bancaire en général. Donc il y a toutes sortes d'idées d'investissement pour cette fin d'année et pour attaquer l'année 2014. Le cycle, les gens qui rendent service au cycle, donc les services qui s'occupent du cycle. Oui, tout à fait, Plutôt. parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que les entreprises préfèrent gagner du temps et aller acheter de la recherche et développement directement, voire acheter les sociétés qui en font. Donc c'est plus vers le cycle et tout ce qui est en amont du cycle qu'il faut se tourner, je pense, oui. Ce sera le mot de la fin. Franklin Pichard, merci. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Et rendez-vous pour les conseils concrets appliquant cette analyse sur le même site en cliquant sur le lien voisin. Les décideurs de la gestion s'engagent, les conseils. Au revoir.